l'un des souverains les plus puissants de l'Égypte ancienne, Ramsès II, avait évidemment une statue colossale, et la statue colossale est à présent, elle réside à présent au Grand Musée égyptien, mais il y avait des fragments manquants ou une partie manquante, et cette partie a été retrouvée après 96 ans. Aujourd'hui, pour jeter la lumière sur l'importance de cette partie et sur d'autres aspects importants de cette civilisation grandiose, nous avons le plaisir d'avoir au studio monsieur ou professeur Mohamed Qutb, qui est professeur de guidance touristique. Docteur Mohamed Qutb, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour et bonne année et joyeux Noël pour les Coptes de l'Égypte. Merci et merci d'avoir été avec nous encore une fois. Et donc, tout d'abord, quelle est l'histoire de cette partie manquante qui a été retrouvée et qu'on cherche depuis 96 ans? Normalement, on ne cherche pas. Ça, c'est la partie toujours imaginée, statue de 7 mètres à peu près, et elle était coupée ou cassée avec le temps. Et depuis presque à l'année 1930 à peu près, ils ont trouvé la partie au-dessus toujours, qui représente le roi Ramsès II assis sur son trône. On a trouvé seulement jusqu'à presque taille de ceinture comme ça. Et après, elle était mise à côté sur le site de l'Achmonine, à Ménia. Et après, elle était laissée oubliée complètement. Même ils ont fait des fouilles, des nettoyages à gauche à droite. Il y a 3 ans, ils ont fait des nettoyages toujours sur le site, enlevé le sable, les cumul et tout ça. Ils ont essayé de dégager encore. Il y avait les traces d'un ancien temple ptolémaïque, de l'époque ptolémaïque. Et elle était reconstituée, tout est bien, nickel. Et avec le temps, il y a toujours des gens qui pensent toujours de trouver quelque chose. Il vient, il paye toujours les fouilles et tout ça. Et cette fois-ci, c'était des fouilles américains avec l'aide des savants égyptiens ici. Et par la chance, leur but, au début, c'est de fouiller et nettoyer. Et s'ils trouvent quelque chose, c'est bien. S'ils ne trouvent pas, c'est bon. Ils ont fait encore projet de nettoyer, de mettre les pièces à côté, s'il y a des fragments à gauche, à droite, donc ils ramassent tout ça et ils recommencent de faire des photos pour ces fragments-là et regarder où peut-être ça va être rassemblé avec quelques pièces. Voilà, il y a maintenant des technologies qui aident les gens de trouver les pièces où se trouvent, ou leur place d'origine, c'était où. Et par la chance, ils ont trouvé le haut du statut, qui est resté encore 96 ans sous-sol, par la chance, on peut dire. Et je ne sais pas quoi dire, mais ils ont trouvé la partie haut qui est restée encore sous-sol, 96 ans, en bon état, sans aucun, on peut dire, fissure ou quelque chose qui est cassé. Et le statut total, maintenant, c'est devant nous et on a trouvé par la chance. C'est tout. Et est-ce qu'il y a une importance particulière à cette partie? Spécialement quand tu complètes quelque chose, c'est très bien. Parce que, imaginez, tu as le haut, tu n'as pas le bas, tu as le bas, tu n'as pas le haut, tu n'as pas les bras, voilà. Mais quand tu rassembles tout ça, ça vous donne toujours une idée sur comment elle était taillée, c'est qui des rois, s'ils racontent quelque chose, parce que les statues, imaginez, pour les gens qui n'ont pas des idées sur l'égyptologie, tout ça, les photos, d'accord, maintenant, les photos de l'appareil photo, tout ça, c'est l'équivalent des statues et les statuettes à l'époque. Donc, s'ils cherchent de commémorer quelque chose, s'ils cherchent, par exemple, de raconter histoire, d'accord, ils le taillent sur leur statue, sur le base, sur le socle, sur, par exemple, le parti du dos. Voilà, ça c'est leur but de tailler les statues. Les images qu'ils font avec l'intelligence artificielle? Non, non, je parle sur l'époque maintenant. On parle sur l'époque Égypte ancien. L'Égypte ancien, s'ils cherchent de faire des photos, il n'y a pas d'appareil photo. Donc, sculpter des statues. Voilà. Donc, quand on trouve les fragments complets, quand on trouve le statut complet, donc c'est un signe qu'on a maintenant le photo complet sur le statut, sur l'époque, sur le roi présenté et taillé sur et certain, il raconte quelque chose pour nous. Et à l'heure actuelle, dans quelle mesure les archéologues utilisent l'intelligence artificielle pour, si on peut le dire, revenir en arrière et voir les photos complètes, les images complètes? Il y a beaucoup de choses avant les fouilles et après un système qui s'appelle après les fouilles, après trouver les fragments et tout ça. Avant, ça c'est des systèmes de scan ou avec des X-rays, quelque chose comme le X-ray comme ça,
qui cherche les profondeurs, s'il y a des profondeurs, s'il y a des vides, s'il y a par exemple des métaux sous-sol ou quelque chose comme ça. Ça c'est quelque chose facile et il n'y a pas besoin toujours d'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, c'est après de trouver les fragments, après trouver le statut, après trouver les trucs, on commence on prend des photos de 3 dimensions, 4 dimensions, ça dépend de l'appareil toujours. Et après, on demande toujours l'intelligence artificielle de rassembler ces morceaux. Même s'il y a des morceaux qui manquent, l'intelligence artificielle elle est capable de mettre les pièces et nous indiquer, par exemple, si, imaginez, mur, par exemple, bien décoré avec des scènes et tout ça, et on a trouvé 1000 pièces, il manque 1000. Donc l'intelligence artificielle, après scanner et après filmer ces fragments-là, il met ces fragments-là à leur place, il nous dit qu'il manque 1000 encore pièces qui manquent, qui va compléter la scène tout entière, et après il nous aide à imaginer, avec traduire ce qui reste, d'accord, que les pièces en total, ils portent quel texte, ils racontent quelle histoire. Est-ce que l'intelligence artificielle peut aider à la traduction? Toujours l'intelligence artificielle, elle est bien toujours, mais attention, pour nous donner la solution ou bien sûr le résultat qu'on a besoin, il est besoin toujours de lui donner les données. Oui. Voilà. Donner quoi? D'abord l'écriture égyptienne, il y a plusieurs formes, c'est pas facile, et en plus traduire tous les textes et tout ça, je trouve oui, il va être capable, d'accord, mais pas plus que 70%, 75%. Je pense que si on intègre l'écriture de l'hiéroglyphe ou autre, je pense qu'avec le temps ça peut se faire parce que déjà après l'inauguration du grand musée égyptien, il y a un état d'esprit tellement enthousiaste vis-à-vis de l'Égypte ancienne, et il y a eu un retour de la part, même sur les réseaux sociaux, les gens veulent vraiment apprendre davantage sur cette civilisation et apprendre la langue aussi. Donc on a vu des vidéos qui parlent de traduction, qui parlent des gens qui maîtrisent cette langue ancienne et donnent des cours en ligne. Oui, mais c'est pas facile en plus, parce que cette écriture-là, c'est pas facile à apprendre. Normalement, moi j'ai appris à l'université par exemple 4 ans pour étudier ça, et en plus, je peux dire que je suis pas excellent dedans. Et les gens qui parlent cette langue-là, on peut dire, je n'ai pas utilisé le mot parler parce que le son, c'est pas la même chose qu'on trouve maintenant. On sait quelques petits sons comme ça, mais quand même, c'est pas facile. Honnêtement, c'est pas facile, mais au moins, les principaux lettres, les principaux dessins, et apprendre les enfants, même à l'école, comment on peut écrire nos prénoms, nos noms, comme ça, avec l'écriture égyptienne ancienne, je le trouve très simple et très facile. Et voilà, c'est très bien, bonne idée, voilà, allez. Bah oui, même à l'école, c'est très simple et c'est très facile. Nremet Kemet, c'est ça, on est le peuple d'Égypte. On a beaucoup de résilience. J'ai appris quelques mots. Voilà, oui, mais pour écrire, c'est pas facile. Oui, bien sûr, voilà. Il faut savoir dessiner. Mais est-ce que cela veut dire... C'est pas dessiner seulement, mais regardez toujours, parce que de temps en temps, tu as... un seul dessin, par exemple, oiseau, par exemple, qui donne un seul lettre. Et de temps en temps, par exemple, tu as drapeau qui se signifie netter, c'est 3 lettres. Voilà, donc c'est pas la même chose. C'est quelque chose de très scientifique, très compliqué, et c'est pas facile à apprendre. Par exemple, canard, on peut dessiner canard, mais elle s'appelle ça, fils. Voilà. Donc, mais ça veut dire que la plupart de la population, parmi ceux qui écrivaient, savaient dessiner. Oui. Même, on peut dire, c'est pas des dessins, on peut dire 100% bien, non, mais quand même, on peut, les caractères seulement, ça peut aller facilement. Ben oui, si vous demandez, c'est pas évident, tout le monde n'est pas capable de dessiner un hibou ou un canard, donc ça veut dire qu'il y a des dessins, on peut dire pour les enfants, quelque chose de simple à faire, par exemple de faire des zigzags comme ça d'une façon, par exemple, et après un demi-cercle, et après ça dépend le bec, il est comment, il regarde à gauche, ça veut dire c'est l'aigle, s'il regarde devant, c'est chouette, s'il regarde par exemple, c'est un petit, voilà. Donc il y a différentes façons de dessiner l'écriture égyptienne, mais quand même c'est facile de trouver toujours moyen, facile, devant les enfants et les gens qui s'intéressent sans être Picasso. Quand est-ce que la langue égyptienne ancienne a disparu complètement?
On peut dire que ce n'est pas 100% disparu parce qu'on a le changement de langue égyptienne, il était eu après le christianisme ici en Égypte. Quand l'Égyptien, bien sûr, à la fin de l'époque égyptienne ancienne, toujours on était attaqué par Alexandre le Grand, et Alexandre le Grand était le bienvenu ici en Égypte. Je parle historiquement. Et après, il est mort jeune. Même après des fondations, c'est pas grand-chose pour l'Égypte, mais il a tombé amoureux de cette civilisation-là. Il a bien pratiqué même l'ancien culte égyptien. Et après Alexandre le Grand, on a eu un tout petit changement, un peu religieux, on peut dire, ou un peu total en Égypte. Avec séparation de capitale de l'Égypte, elle était Alexandrie. Ils ont sorti par culte commun pour eux. Et après, le sud de l'Égypte tout entier, c'est dirigé par les prêtres, sous bien sûr les mains des Ptolémées, mais quand même, c'est eux qui dirigent l'État égyptien tout entier. Et pas à pas, avec les Grecs, la langue égyptienne commence d'avoir, on peut dire, un peu perdu. Et à l'année 30 exactement, on a eu les Romains. Et les Romains, ils ont refusé complètement les travaux dans les temples, les cultes et tout ça. Donc on a eu une période, on peut dire, décadence totale dans les cultes, dans les temples, dans les, par exemple, les travaux, les dieux, tout ça. Aucun respect des Romains, qui habitent toujours à Alexandrie, et leur capitale c'est Rome toujours, mais quand même aucun respect pour le culte égyptien et les dieux égyptiens. Donc les Égyptiens, quand ils ont trouvé Saint Marc qui parle sur le christianisme, ils ont commencé d'être attachés ou commencé de pratiquer facilement le christianisme. Ils ont resté comme ça jusqu'à l'année 300 et quelques, 360 et quelques. L'empereur romain est devenu chrétien. Voilà, donc cette partie-là, entre l'arrivée d'Alexandre le Grand jusqu'à accepter le christianisme, on peut dire c'est partie creuse, on a perdu l'ancien langue égyptien. Et on a commencé. Quelle langue? Langue copte. C'est toujours basé avec quelques mots, d'accord, de l'ancien égyptien, mais ils ont dit que celle-ci, c'est l'écriture ou la langue où la Bible a été écrite avec. Ça veut dire que les peuples ici, ils parlent cette langue-là. Et après, encore un tout petit changement, on a eu les Arabes, on a eu les Arabes, les musulmans et tout ça, et l'écriture égyptienne ou la langue égyptienne complètement disparue. Et jusqu'à maintenant, dans la langue arabe, on parle entre nous maintenant, d'accord, il y a quelques petits mots, par exemple, égyptiens anciens, l'articulation, pardon. Oui, j'ai lu quelque part dans un livre qu'on a 16 000 mots dérivés de la langue égyptienne ancienne. Je ne peux pas indiquer exactement le 16 000 ou quelque chose comme ça, mais oui, je sais, il y a beaucoup des mots, par exemple, quand on dit aux enfants, par exemple, bah, ça veut dire terminer, voilà, c'est un mot, leçon, c'est égyptien ancien toujours, oui. Oui. Il y a beaucoup de mots, oui. Oui. Donc, ce ne sont pas les Arabes qui ont fait que la langue égyptienne a été modifiée ou disparue. Donc, apparemment, c'est un travail qui a commencé même avant l'invasion arabe. Exactement. Depuis l'arrivée d'Alexandre le Grand, il se trouve côte à côte avec des gens qui viennent de l'Europe, des îles de Grèce et tout ça. Donc ça commence d'apprendre et oublier leur langue doucement. Mais quand il y a toujours l'écriture dans les temples, d'accord, l'écriture égyptienne ancienne dans les temples, oui, mais pour parler entre nous, vous êtes romain, ici il y a des Grecs et il y a des Égyptiens. Donc il faut avoir toujours un texte commun pour expliquer qu'on a besoin de quoi d'entre nous. Hein. Au début de notre rencontre, vous avez dit qu'Alexandre le Grand a envahi Alexandrie, mais il a été le bienvenu. Comment? C'est un envahisseur. Comment ça se fait qu'il a été le bienvenu? Historiquement, les prêtres, ils ont besoin toujours d'un roi fort, capable de dépenser pour les fondations des temples, capable de protéger le territoire de l'Égypte contre les attaques des adversaires au nord, au sud, l'est, ouest. Donc Alexandre le Grand a pris une partie de décadence à la fin de l'époque égyptienne ancienne. Il est le bienvenu. Ils ont sorti par histoire qu'il est le fils de Dieu Amon, il était bien accueilli, voilà. Et en plus, ils ont lui montré que le Dieu Amon, voilà, il a demandé les prêtres de bien accueillir Alexandre le Grand et lui saluer, c'est son papa, tu es le fils de Dieu Amon. Et ils ont lui donné toujours la même méthode comme il était un roi pharaon.
Il est devenu, bien sûr, roi pharaon. Toujours, on sait que les rois de l'Égypte, ils prennent la forme du dieu Horus sur terre. Le dieu dans le ciel, mais la forme humaine, c'est le roi de l'Égypte sur terre. Donc, il a beaucoup aimé cette histoire-là. C'est complètement différent de le système ou bien sûr l'histoire grecque. Donc, il a beaucoup aimé et il était couronné. Il est devenu le roi de l'Égypte à l'époque. Comment ça se fait qu'une civilisation aussi grandiose était si facilement, ou un pays aussi puissant était facilement conquis, attaqué par autant de civilisations? Où résidait la faïence, en fait? Les frontières, l'armée, où? Faiblesse de l'intérieur et richesse du pays. Dans quel sens faiblesse de l'intérieur? Dans quel domaine? Faiblesse de l'intérieur quand vous avez toujours un roi faible. Il ne conduit pas son armée comme il faut. Et il ne fait pas des conquêtes, il ne fait pas des attaques, d'accord, dehors du territoire pour dominer son territoire. Maintenant, on a la même chose. On a notre territoire égyptien, il est toujours entouré avec des adversaires. Si on ne fait pas attention, si le président ne fait pas bien fortifier les frontières, l'Égypte va complètement perdre. Donc, on avait une faiblesse au niveau des frontières. Exactement. Oui, et cette faiblesse revenait à quoi? C'était des gens scientifiques qui avaient beaucoup de connaissances. Le roi, bien sûr, de temps en temps, on peut dire quoi? Les rois, toujours à l'époque, pour être roi, il faut être un fils de roi. Ça veut dire quoi, fils de roi? Le fils de roi qui était vécu dans son palais, il a bien éduqué d'une façon guerrier, il est capable de faire la guerre à gauche, à droite. Donc, ça, c'est son éducation, d'être un roi fort. Mais avec des problèmes, par exemple, dans les palais royaux, par exemple, entre familles ou quelque chose comme ça, les gens qui cherchent de monter, ils cherchent d'absorber la richesse de l'Égypte, pas de garder les frontières de l'Égypte. Donc, on a eu des faiblesses des rois. Et par exemple, il y a beaucoup de périodes dans l'histoire de l'Égypte. On a par exemple, dans 2-3 ans, 7-8 rois. Et ça, c'est quelque chose de catastrophique. Tu ne peux pas diriger l'État comme il faut. Par exemple, l'armée égyptienne, même il ne sait pas, le roi, il se change chaque quelques mois. Et il était tué, assassiné par quelqu'un, des adversaires, ainsi de suite. Et en plus, les frontières, toujours les attaques des Perses, les attaques des Berbères, les Africains qui montent, voilà. Tout ça, c'est des dangers qui encerclent l'Égypte. D'accord? Et le roi n'est pas capable ni de diriger l'intérieur, ni de défendre contre les attaques des adversaires. Oui, mais est-ce que c'était quelque chose de propagé, c'est-à-dire est-ce que tous les rois étaient faibles? Non. À la fin de l'époque pharaonique, c'était comme ça, et ça, c'est la cause numéro 1 de terminer cette partie-là. Imaginez par exemple avec l'arrivée d'Alexandre le Grand, il y avait un roi comme Ramsès II, Toutmôsis III, Amenophis III, ces gens-là qui ont réussi de garder les frontières de l'Égypte, et après ils ont dit non pour le passage même d'Alexandre le Grand. Donc l'Égypte va rester l'Égypte pharaonique sans aucun changement, sans aucun, on peut dire, civilisation différente qui vient se mélanger avec la civilisation égyptienne. Et en fait, est-ce que, quand on parle de la civilisation égyptienne, on parle d'une civilisation de 7000 ans. Mais alors, il y avait plusieurs dynasties, il y avait plusieurs civilisations qui ont été entremêlées avec la civilisation égyptienne. Quand la civilisation égyptienne était vraiment un sang pur égyptien? Sang pur égyptien jusqu'à l'arrivée d'Alexandre le Grand. 100%. À la fin de l'époque pharaonique, on a eu des attaques, d'accord, des Africains noirs. Donc on a eu des pharaons noirs. Ça c'est très connu, toujours ils s'appellent les pharaons noirs. Ça veut dire quoi, mais noir? Est-ce qu'on les connaît? Oui, ça vient toujours de l'Afrique profonde. C'est des gens qui viennent, toujours les adversaires de l'Égypte. Quand on a perdu la guerre contre cet empire-là, voilà, il avance. Et les prêtres, tout de suite, ils montrent à eux comment cette civilisation, comment, ils tombent amoureux de l'Égypte. Au lieu de retourner encore une fois vers son territoire, il accepte de rester et couronner selon le système égyptien. Même ils ont fait des fondations dans les temples. Encore les Perses, on a eu encore une période, à la fin de l'époque pharaonique, une période qui s'appelle la période perse. C'est les Perses qui ont attaqué l'Égypte et toujours l'empereur perse ou le roi perse, au lieu de retourner encore une fois chez lui dans son territoire, et l'Égypte est devenue une partie occupée par les Perses. Non, il a beaucoup aimé l'Égypte de rester et jouer le rôle d'un pharaon.
La Libye, toujours la même chose. On a eu toujours une partie, toujours des familles qui viennent de la Libye, d'accord, des rois berbères ou les rois qui viennent de la Libye. Et ils ont dû rester ici en Égypte, mais sur le côté de Delta, ils ont beaucoup aimé de rester ici et couronner comme un roi. Ça, c'est la richesse de l'Égypte qui attire ces gens-là. Et qu'en est-il quant au règne des femmes? Est-ce que c'était des périodes puissantes ou des périodes faibles? Nous avons 2 minutes. Voilà. Si on parle sur les femmes, on a la plus fameuse toujours, c'est Hatshepsut. Et Hatshepsut, elle était couronnée à côté du roi. Le roi, elle était Toutmousis III, elle était couronnée à côté de lui pour être corrigeante sur le trône de l'Égypte, mais elle a resté. Bien sûr, il y a toujours derrière elle un homme, c'est le chef de l'armée égyptienne qui a réussi de garder les frontières de l'Égypte en pleine sécurité. Et elle a dirigé presque 23 ans, dirigé l'État égyptien presque 23 ans sans problème. La deuxième très connue toujours, c'est Hatshepsut. C'est Cléopâtre la 7e. Cléopâtre la 7e, c'est autre époque, autre civilisation, mais elle a réussi toujours de garder les frontières de l'Égypte. Oui, avec elle, à la fin, elle a donné l'Égypte tout entier pour les Romains, elle a complètement disparu. Le monde tout entier cherche maintenant l'histoire, la vraie histoire de Cléopâtre la 7e, mais on ne sait pas grand-chose. Dans l'histoire de l'Égypte encore, il y a des reines, mais inconnues. Ça veut dire quoi, inconnues? Elles sont toujours cachées derrière le roi. Il ne faut pas oublier toujours la reine Ti. La reine Ti, elle était la femme d'un roi très fameux, Amenhotep III, et la maman de Akhenaton, d'accord, et la grand-mère de Toutankhamon. Imaginez cette dame-là, qu'est-ce qu'elle a fait pour garder le trône dans la même famille et diriger l'État égyptien avec Toutankhamon qui était jeune, qui ne sait pas grand-chose, et avec son fils qui a conduit l'Égypte vers changement total du dieu principal qui est resté milliers d'années. Maintenant, ils ont choisi un autre dieu. Ce changement-là, bien sûr, c'est pas facile, mais avec la reine Ti, on a réussi de le faire. Docteur Mohamed Qutb, vous êtes professeur de guidance touristique. Merci beaucoup pour ce voyage au-delà du temps et cette machine à remonter le temps. Merci pour ce tour dans l'histoire et les labyrinthes de l'Égypte ancienne. Merci. Et bien sur ce, nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Reste à vous remercier pour votre fidélité. Bonne fête à tous ceux qui vont fêter ce soir, nos confrères chrétiens pour le Noël copte, et à très bientôt.